Ceci est le podcast de Gang of Witches, présenté par Paola Yvelin et Sophie Rock. Mettez tous vos sens en éveil, l'esprit des sorcières arrive à vos oreilles. Le sabbat, c'est par là. Gang of Witches. Hello les sorcières, levez les yeux, c'est la pleine lune. On poursuit notre voyage initiatique au fil du tarot avec l'arcane de la papesse. Voici ce qu'en dit Jessica Hunley dans sa Library of Esoterica chez Taschen. La papesse est la gardienne du sacré, du subconscient, des mystères cachés de l'inconnu. Elle permet d'accéder au royaume des rêves tout en offrant une sagesse terrestre. Elle nous rappelle d'écouter la voix intérieure, de nous asseoir dans le calme et de trouver l'équilibre entre les opposés. Essayons quelque chose. Observez votre respiration. Si vous le pouvez, fermez les yeux et ramenez votre attention ici et maintenant. Descendez dans votre cave intérieure et empruntez le couloir obscur qui mène à la porte de l'inconscient. Faisons un tour dans le dédale de nos psychés en quête de la connaissance de nous-mêmes qui est à la base de toute pratique magique. Et pour nous accompagner dans cette exploration, Emmanuelle Laurent, psychologue clinicienne et psychanalyste, est avec nous. Sa chaîne Mardi Noir sur YouTube combine concepts psychanalytiques et tuto make-up pour un décapage décalé et cynique des théories de Freud et de ses disciples, histoire de se psychanalyser la face en toute beauté. On retrouve aussi sur Slate sa chronique hebdo, Ça tourne par rond, dans laquelle elle évoque des questions ou des problématiques psychologiques. Elle est aussi l'autrice de 2 livres, Êtes-vous bien sûr d'être normal, sorti l'année dernière chez Flammarion, et Comme ci, comme ça, publié en 2018 chez Payot. Why would I spend the rest of my days unhappy? Why would I spend the rest of this year alone? When I can go therapy, when I can go therapy. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Salut Emmanuel. Bon, alors si t'es d'accord, on va commencer par la base de la base. C'est quoi la psychanalyse? Et c'est quoi la différence avec la psychologie ou la psychiatrie? Ça a, entre guillemets, rien à voir avec psychologue ou psychiatre. C'est-à-dire qu'un psychiatre peut être psychanalyste et un psychologue peut être psychanalyste aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplôme de psychanalyse. C'est une orientation de pensée et qui se fonde sur l'hypothèse de l'inconscient. Avec cette idée qu'on n'a pas accès à tout de nous-mêmes, parce que Freud a appelé les actes manqués, les lapsus, les symptômes, les rêves, et que toutes ces manifestations, l'idée c'est de les mettre un peu au jour, avec cette idée de toute façon qu'on ne mettra pas tout au jour. Que l'inconscient, ce qu'il définit, c'est bien d'être inconscient. Pourquoi aller voir ce qui se passe dans l'inconscient si c'est inconscient? Est-ce que c'est utile? Oui, alors, très important. Peut être utile. C'est-à-dire que déjà, il faut être un peu curieux de cet aspect-là du psychisme humain. Et ça peut être utile quand on a, par exemple, un symptôme qui nous pourrit la vie. Je vais prendre un exemple que je connais bien, la phobie. De piger, il peut y avoir des éléments inconscients dans cette phobie qui renvoient à des choses de l'enfance, une façon aussi de se positionner dans le monde dont on n'a pas tellement conscience. On a l'impression qu'on subit les choses plus qu'on les active, quoi, qu'on est un peu l'objet de la société plus que sujet. Oui, ça peut être utile de comprendre un petit peu comment on se place dans tout ça. Et puis c'est quoi l'inconscient d'ailleurs? On peut mettre dans ce terme la source des pulsions. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi. Si je mange de manière un peu désorganisée, de manière un peu pulsionnelle, je vais avoir affaire à ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire manger. Mais la raison pour laquelle je mange, au fond, je ne sais pas exactement pourquoi. Oui, c'est une pulsion. C'est ça. Mais après, ça peut être aussi des répétitions. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi
apparemment, consciemment, ça va pas, mais bizarrement, ça se répète quand même et on fait un peu toujours la même erreur. Alors là, encore un exemple, je choisis à peu près toujours les mêmes partenaires et j'ai un peu toujours, ça se répète toujours, c'est un peu toujours le même schéma, je sais que c'est pas ça, pas que ça va pas, et pourtant je continue de faire cette répétition. Donc c'est peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui se dit pas ou qui ne se sait pas encore et qui est inconscient. Donc en gros, l'inconscient, c'est un petit peu la matrice. Donc à partir du moment où tu vas dans la matrice, tu peux agir sur ce qu'il y a à la surface parce que tu vas accéder un petit peu au câble qui est en dessous, quoi. C'est ça, tu as accès au câble, c'est bien dit, tu as accès au câble. Après, c'est pas pour ça que c'est si facile de changer les choses. C'est pas parce qu'on a connaissance des causes, les choses vont mieux d'un coup, on les a verbalisées, mais on est toujours bizarrement dans cette position, parfois un peu masochiste, un peu dans l'échec, et donc c'est qu'il y a quelque chose de vraiment à digérer, quoi, à prendre encore plus en compte que la cause. Finalement, la cause, c'est un peu la façon, je dirais, facile de définir la psychanalyse, parce que c'est vrai qu'au début, Freud, il était beaucoup dans la recherche de la cause. Comme si une fois qu'on avait trouvé la cause, tout allait aller mieux. En fait, il s'est rendu compte que ça marchait pas. Et là, il a commencé à développer des choses plus intéressantes, à mon sens, qui sont finalement ce qu'il a appelé l'au-delà du principe de plaisir. Et donc, cette idée qu'il y a quand même une forme de pulsion de mort qui parfois est à l'œuvre et qui nous pousse à continuer de faire de la merde, quoi. Et c'est ça, en fait. Alors après, Lacan, lui, va appeler ça la jouissance. Et c'est comment, finalement, un sujet peut jouir d'être dans la merde. Il y a aussi l'idée de supporter qu'il y a des choses qui vont sans doute rester un peu obscures. Oui. Et que, en fait, chaque sujet a un peu son roc contre lequel il bute, quoi. Au bout d'un moment, ça, c'est un peu l'indépassable. Et en fait, c'est pas grave. Just the good news, please. Bonjour, this is Just the Good News, Please, with me, Joe Yule. And we begin with news that Costa Rica's forest cover has rebounded to 52% as the country now regenerates 7 trees for every one it cuts down. Much of the credit goes to a landmark 1996 law that banned deforestation and introduced an innovative payment system for farmers. The system encourages agroforestry, the integration of trees and shrubs into productive crop and livestock farming systems. Farmers grow crops like cacao and vanilla among towering trees, which provides healthy shade to the crops and attracts the bugs that pollinate the plants. The farmers get better crop yields, the increase in tree cover benefits the ecosystem, and the abundant tropical vegetation helps Costa Rica maintain its perch as a destination for ecotourism. In some places, hunger fell when COVID hit. When markets closed, some Pacific islands returned to traditional farming practices and found more people had enough to eat. A new study found that islands that remained reliant on imported food were nearly twice as likely to report food insecurity as islands that produced most of their own, like Fiji and Micronesia. Bartering increased, with some communities giving the traditional practice a modern twist with digital tools. And finally, a London lawyer has set a new world record for the fastest ever female solo row across the Atlantic in an effort to show women and girls anything is possible. Victoria Evans rowed into Barbados this month on her 7-metre rowing boat after 40 days at sea. The 35-year-old began her race in the Canary Islands on February the 11th with no idea that she would slash the current standing world record by 9 days. That is Just the Good News, Please, with me, Joe Yule. I'll be back next full moon. When I can go therapy, when I can go therapy. Tu sais que nous, on est féministes et passionnés de psychanalyse. C'est cohérent? C'est légal, ça? Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment sexiste, la psychanalyse? La psychanalyse est-elle sexiste? Moi, j'ai tendance à dire que oui, un peu par provoque. C'est-à-dire que on va pas faire semblant de dire qu'il n'y a pas des termes sexistes dans le vocabulaire psychanalytique. C'est-à-dire que, alors déjà, ça naît au XIXe siècle, donc dans une société profondément sexiste, où les
les hommes et les femmes ont des destins quand même très séparés, avec quand même l'idée, même si cette idée elle est encore actuelle, mais elle l'est quand même moins qu'au 19e siècle, mais avec cette idée que le destin d'une femme, c'est quand même d'être mère. Et donc oui, donc bien sûr qu'il y a quelque chose de sexiste, dans le sens où il y a une discrimination non pas forcément hiérarchique, l'idée n'est pas de dire que les hommes sont au-dessus des femmes, mais il y a une discrimination effectivement entre les hommes et les femmes dans les textes psychanalytiques, et c'est pas pour dire qu'ils sont radicalement différents, puisque de toute façon le grand truc de Freud très vite, c'est de parler de bisexualité psychique, de parler de composantes masculines chez les femmes, composantes féminines chez les hommes, donc tout ça est encore assez binaire, mais on voit que quand même ça se balade dans les sexes et les genres, qu'il n'y a pas non plus les hommes doivent faire des choses d'hommes et les femmes des choses de femmes. Ça là-dessus, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire en psychanalyse, ça n'a pas de sens. Mais comme ça s'inscrit dans une société sexiste, de fait, on peut supposer que les inconscients, il y a des grandes typologies d'inconscients, on va dire, mais ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que l'idée quand même de la psychanalyse fondamentale, et là j'insiste, c'est que chaque sujet est irréductible à un autre sujet. Donc à partir de là, ça n'a de toute façon pas grand sens de catégoriser les hommes et les femmes dans des grandes familles genrées. Par exemple, je peux entendre, j'ai parfois des personnes qui me disent j'ai envie justement aujourd'hui le discours, comme il est de plus en plus féministe et égalitaire avec une émancipation sociale des femmes, j'ai par exemple des femmes qui me disent que ça les énerve de vouloir être mariées avec des enfants, mais c'est quand même ce qu'elles veulent. L'idée, c'est pas de s'ajuster à encore une fois, à quelque chose qui nous paraîtrait parfait et conscient ou parfaitement en cohérence, c'est de supporter aussi le conflit, quoi. Moi, à l'inverse, j'étais venue pour être en couple avec des enfants, c'était ça le but de ma deuxième tranche d'analyse, et puis j'en sors célibataire et profondément indépendante, donc c'est quand même amusant. Marilyn Brent-Tegani nous guide sur le chemin des plantes médicinales. À vos chaudrons, c'est l'heure de l'herboristerie initiatique. Vous entrez dans un bois, l'air est doux et humide. Vos pas vous conduisent sur un chemin qui s'ouvre sur une clairière. Elle est traversée par de nombreuses sources et des petits cours d'eau sous la surface. La lumière est diffuse et filtrée par les arbres autour. Une plante se trouve au milieu, telle une divinité rayonnant sa beauté dans cet espace solennel. Elle émane un parfum rafraîchissant, igné, volatile et noble. C'est le parfum le plus délicat produit par les ombellifères. Voici l'angélique archangélique, angélique de Bohême, herbe du Saint-Esprit. La plante aurait été apportée par les Vikings. Elle est présente à l'état spontané en Islande, en Finlande et en Sibérie. En France, elle affectionne certains biotopes de montagne ou des vallées au sol profond, riches et humides et à l'air pur. Elle est notre plus grande plante aromatique sauvage. Elle peut mesurer jusqu'à 2 mètres. Au Moyen-Âge, elle fut nommée plante du Saint-Esprit au fait que le secret de sa force thérapeutique ne peut être trouvé dans le domaine de l'entendement lié au sens, mais seulement par une force d'intuition spirituelle. À un moment où une épidémie de peste ravageait l'Europe, on raconte qu'une révélation provenant de l'autre monde enseigna aux humains à se secourir par la pimprenelle, l'angélique, la gentiane, les baies de genévrier et la sanguinaire. Paracelse appréciait l'angélique contre la contagion. Elle compose le célèbre vinaigre des 4 voleurs. Selon Paracelse, elle amène la guérison du monde spirituel, ouvre notre cœur et conscience. En cas d'urgence, de crise, de phase de transition majeure, de peur viscérale, les entités angéliques nous protègent. Elle est conseillée à ceux qui donnent des soins. Dans les rituels populaires, l'angélique archangélique, papesse du monde végétal, était utilisée comme protection divine contre la magie noire. Elle tire son appellation des anges. À mi-chemin entre médecine et licoristerie, les recettes en la matière sont extrêmement nombreuses. Elles vont de la simple macération de plantes à des préparations d'une grande complexité comme les chartreuses et bénédictines, considérées comme des boissons de santé. Pour fabriquer une alcoolature, faire macérer 20 grammes de racines fraîches dans 1 litre d'alcool à 70 degrés pendant une lunaison, exprimée et conservée dans un flacon à l'abri de la lumière. Sa racine est récoltée à l'automne de la première année de son cycle bisannuel. Se dégagent de cet extrait hydroalcoolique d'angélique des notes terrestres, longues, plutôt lourdes et sombres, évocatrices d'arômes de racines. Apparaissent peu à peu des aspects plus lumineux, légers, liés à l'élément air et l'élément feu, presque pulvérisés. Les effets de tonicité sont manifestes, la respiration est prise en charge de manière énergique.
Le cœur est soutenu, la région digestive est détendue et les sphères de la pensée et des émotions sont relaxées. C'est une de nos plantes médicinales majeures, notre ginseng local. Les racines et les semences sont utilisées en décoction et en macérat hydroalcoolique. Les parties souterraines ayant une affinité avec le pôle céphalique humain, les racines posséderaient un tropisme avec les problèmes prenant leur source dans le cerveau. Elle est le remède des phases de stress prolongées. Elle traite la fatigue nerveuse, l'angoisse, l'anxiété, l'insomnie. Elle a une puissante action revitalisante sur les nerfs et la moelle osseuse et augmente l'énergie vitale. La médecine populaire voyait en elle à la fois un tonique vivifiant et un apaisant du système nerveux, des glandes de la bouche, de l'estomac et de l'intestin, et est un antispasmodique puissant contre les douleurs abdominales et les colites. Les racines sont beaucoup utilisées en Ayurveda. Elles ont une qualité dite diaphorétique. Les plantes diaphorétiques nettoient la lymphe et le plasma. Elles entraînent la transpiration et restaurent ainsi la circulation. En Ayurveda, la diaphorèse fait partie du traitement préliminaire de panchakarma, ou thérapie de purification. Après un massage à l'huile qui ramollit les toxines du corps, on l'emploie pour les dissoudre et les rendre mobiles pour faciliter leur élimination du corps. La diaphorèse est généralement suivie par les vomissements, les purges et les lavements. La diaphorèse peut être pratiquée par le feu, la vapeur, les exercices physiques, les bains chauds. L'angélique compte parmi les plantes des femmes à action emménagogue. Les emménagogues de saveur amère en grande partie dissipent la congestion du sang, éliminent les caillots de sang et favorisent les menstruations. Il chauffe le sang et améliore sa qualité, stimulant le cœur. Elle apaise les muqueuses et restaure les fluides et les sécrétions corporelles. Elle compose le Rasayana, l'antique science védique qui visait principalement la mutation du cerveau et voulait donner une base physique, réceptacle adéquate pour la naissance de la véritable conscience de l'être humain. L'angélique contribue à la clarté de conscience qui constitue le nectar nourrissant et entraînant la mutation des cellules cérébrales. C'est l'un des meilleurs toniques pour les femmes, nourrissant les organes utérins et favorisant leur fonctionnement régulier. Faire cuire à feu doux 30 g de racines dans 3 tasses d'eau avec un peu de gingembre frais. Prendre 1 jour par semaine comme tonique utérin. L'angélique archangélique fortifie le système entier, tout comme un arbre est vivifié par ses racines. Est-ce que tu nous parlerais de l'association libre ? Souvent, les patients prévoient un petit peu ce qu'ils ont envie de raconter au début de la séance pour l'amorcer, parce que c'est quand même moins angoissant que parfois être dans le vide total, quoi. Mais très rapidement, soit par une question de l'analyste, soit par mécanisme d'association, les personnes, les sujets vont associer avec un souvenir ou une autre situation qui n'a rien à voir avec ce avec quoi ils sont arrivés au départ, et au final le lien peut s'établir quand même. Pas toujours, hein. Moi j'ai un exemple alors qui est très, pour le coup, qui est un exemple très personnel, quand même assez, qui est la première séance de ma deuxième tranche d'analyse où je raconte donc quelque chose que désormais je sais, à savoir que mon père n'est pas mon père biologique, c'est le mari de ma mère, mais c'est pas voilà, que ma mère m'a fait ailleurs et que c'était une tromperie, que voilà, ça a été la grande découverte à l'âge de 20 ans pour moi et mon père. Enfin, personne ne savait finalement par ma mère. Et donc je raconte ça à ma deuxième analyste et je lui dis puis mais c'est bizarre parce que quand même quand j'étais plus jeune, à 13-14 ans, j'avais demandé à ma mère si elle avait déjà trompé mon père. Et puis elle à force de la faire parler, elle m'avait dit, elle m'avait lâché que oui, elle avait fini par me dire que oui. Et puis bon bah voilà, et là ma psychanalyste me dit et qu'est-ce qui vous a fait parler de ça à votre mère à ce moment-là? Et moi je commence à lui dire je sais pas, j'étais curieuse, ça me paraissait presque une question normale à poser à sa mère. Et elle me dit oui, enfin quand même, pourquoi est-ce que vous lui avez posé la question cette année-là et pas l'année d'avant et pas l'année d'après? Pourquoi à ce moment-là? Et là je reste un peu dans le silence et puis me vient un souvenir et je dis je pense bien à un truc mais je vois vraiment pas le rapport. Et elle me dit dites toujours. Et donc en fait la même année je voulais absolument un hamster et mon père ne voulait pas, et donc j'ai tanné ma mère pour avoir le hamster et elle m'a dit d'accord, bon on va acheter un hamster mais tu le dis pas à ton père. Et donc j'ai caché le hamster dans ma chambre pendant 3 semaines jusqu'à ce que mon père finalement découvre qu'il y avait un rongeur dans ma chambre. Et donc en fait ma mère m'avait demandé de garder un secret, et donc c'est sans doute ça qui m'a mis à l'oreille
pour lui dire est-ce que t'as déjà trompé papa 3-4 mois après, quoi. Oui. Voilà, ça c'est un bon exemple d'association libre. Et c'est quoi l'envie du pénis? Parce que moi, franchement... Faut passer du cocktail. On a parlé d'association libre, alors voilà. C'est vrai. Hamster, pénis, voilà. Non, je rigole. L'idée que les petites filles peuvent se sentir dépossédées de quelque chose quand elles observent qu'il leur manque quelque chose qui dépasse entre les jambes. Et donc en vient une sorte d'envie que quelque chose leur pousse à cet endroit-là. En général, ça s'accompagne d'un reproche à la mère de l'avoir dotée sans pénis. Et donc en vient une sorte inconscient d'obtenir ce qu'elle n'a pas, quoi. C'est-à-dire cet organe. L'idée n'est pas de dire que les femmes sont incomplètes. Il y a une différence entre dire qu'une femme est incomplète et l'idée d'entendre qu'une femme peut se sentir incomplète parce que elle a fait cette expérience-là quand elle était enfant. C'est pas, vous voyez, c'est là qu'il y a une différence. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire vous êtes incomplète. Ça vient souvent du discours de la patiente elle-même. Et maintenant, vous allez avoir la chance d'assister à la reconstitution exceptionnelle d'une séance d'analyse. Pour le coup, c'est drôle qu'on parle de ça, puisque la première séance de ma première tranche, donc on a parlé de la première séance de ma deuxième tranche avant, et mon premier psy me demande quel est mon premier souvenir. Il me demande ça un peu par curiosité, et je lui dis, donc je remonte, et je lui dis, écoutez, je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, là, ce qui me vient, c'est je suis dans la chambre de mon voisin, et on se met tous les deux tout nus, et je découvre que... il a quelque chose entre les jambes que moi je n'ai pas et je le vis très très mal. Délicieux. Et donc je me mets même à vraiment comparer, puis lui commence à jouer avec son pénis et ça me met dans une frustration énorme. Il y a sa petite sœur qui est là qui dit mais si regarde Manu, on peut nous aussi jouer, donc j'imagine qu'elle joue avec son clitoris, quelque chose de cet ordre-là, quoi. Moi, j'ai aucune idée de ce qu'on est en train de faire réellement. Enfin, je sais qu'on joue avec le sexe, mais j'ai pas l'anatomie en tête. Et je dis même à la petite sœur, je lui dis, mais c'est absolument nul ce que tu es en train de faire. Ça n'a rien à voir avec ce que je veux faire. Et je pense... Et donc vraiment, je la regarde, mais avec pitié, quoi, vraiment, avec mépris. Donc la misogynie commence très tôt. Et je suis là, mais c'est même, je me dis, mais t'es ma cocotte, qu'est-ce que t'essayes même de me montrer? Enfin, ne te voile pas la face, tu vois. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc c'est ça l'envie du pénis de manière très basique. Donc ça c'est plutôt, c'est pas vraiment l'envie du pénis, c'est plutôt une sorte de reconnaissance de la castration. Oui. Et ensuite derrière peut venir l'envie du pénis. Moi je sais que j'adorais quand j'étais petite les petits poneys avec des ailes. Ceux qui avaient des ailes, et au milieu des ailes, il y avait un petit bouton sur lequel on pouvait actionner et les ailes se mettaient à battre. Ouais. C'est vrai que ça peut ressembler aussi au sexe féminin. Bah oui. Mais en tout cas, voilà, l'idée que ça bouge, c'était extrêmement important pour moi. Et donc j'avais demandé à ma mère de m'acheter un petit poney, donc le premier avec des ailes, et elle était revenue avec un poney qui n'avait pas du tout d'ailes. Et j'avais crisé, un truc de dingue, quoi. Et pareil, je raconte ça à ma psy. Et moi, je présente ça en disant j'ai fait un énorme caprice parce que, elle n'avait pas ramené le bon petit poney. Et ma psy m'a dit, mais c'était pas du tout un caprice. Enfin, qu'est-ce que vous cherchiez? Donc, je lui ai dit, je voulais absolument actionner les deux ailes. C'est les deux ailes d'Emmanuel. Oui. Ma mère voulait un garçon. Enfin, ma mère, elle voulait pas un garçon, mais elle était persuadée qu'elle allait avoir un garçon. Finalement, elle a une petite fille. Oui. Donc, les deux ailes, peut-être inconsciemment quelque chose dans les deux ailes d'Emmanuel qu'il fallait montrer qu'elles étaient bien là, quoi. Voilà, donc c'est ça la psychanalyse. Et maintenant, les pensées écoféministes de Jeanne Burgard-Goutal. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Avec son air guindé, un tantinet austère, mi-froid, mi-rêveur, voilà ce que pourrait nous dire la papesse en cette pleine lune d'avril. Comme toutes les cartes du tarot, la papesse offre un symbolisme très riche et plein d'énigmes. Qu'est-il écrit dans le livre qu'elle tient à la main? Dans quelle pensée est-elle plongée? Que cache le rideau derrière elle? Quel contenu secret recèle l'œuf qu'elle couve? Et pourquoi porte-t-elle le numéro 2? La pensée, l'intellect, les livres, la dualité, le dévoilement des faces cachées. Au sein du vaste univers écoféministe, tout ce faisceau d'indices converge pour moi vers une penseuse en particulier, la philosophe australienne Val Plumwood.
Même l'œuf me la rappelle bizarrement, car Val Plumwood est notamment connue pour une aventure périlleuse qu'elle a vécue et racontée et méditée, sa rencontre avec le plus terrifiant des ovipares, un crocodile qui faillit la manger toute crue. De cette expérience extrême naquit sa grande prise de conscience, intimement vécue. Nous faisons partie de la nature. La preuve, aux yeux des crocodiles, nous sommes des proies parmi d'autres dans la chaîne alimentaire. Bon, trêve de croco, revenons à nos moutons. Si l'œuvre de Val Plumwood m'a tellement marquée, c'est que philosophiquement, elle est de loin la plus subtile, la plus raffinée. Plumwood a vraiment l'esprit philosophique. Elle interroge, questionne, examine sous toutes leurs facettes les problèmes et débats. Toutes les questions qu'on se pose autour de l'écoféminisme, elle les aborde et y réfléchit dans tous les sens. Par exemple, des questions sur le système de domination que constituerait notre civilisation. Où et quand est-il né ? Par quels événements ou mécanismes s'est-il mis en place et comment s'exerce-t-il dans la réalité ? Repose-t-il avant tout sur des facteurs matériels, division sexuelle du travail, modalité de la propriété, etc. Ou bien sur des facteurs culturels, représentation religieuse et sociale, construction psychique. Quels sont exactement les liens entre les différentes formes de domination, en particulier sur les femmes et sur la nature ? Elle pose aussi des questions sur la nature justement. Qu'est-ce que la nature ? Comment la repenser hors du dualisme nature-culture et de ses dérivés, humain-animal, société-environnement ? Faut-il construire une pensée qui nie les séparations et les différences, soutenir que tous les êtres sont également doués de conscience, ou faut-il plutôt bâtir un pluralisme qui différencie les êtres sans les hiérarchiser ? Dans cette quête de vision alternative de la nature, de quelles idées peut-on s'inspirer ? Faut-il nécessairement aller chercher ailleurs, dans des pensées amérindiennes, aborigènes ? Ou bien y a-t-il des ressources dans l'histoire des idées occidentales ? Elle pose aussi des questions sur le féminin. Que signifie être une femme ? Qu'est-ce qui relève de la réalité biologique ou de la construction culturelle dans la féminité ? Et d'ailleurs, peut-on séparer les deux ? Quels traits de la féminité seront précieux pour la création d'un autre monde ? Comment reconstruire les identités féminines et masculines de façon non oppressive, au-delà du dualisme ? Comment se réinventer en un sens libérateur ? Elle pose des questions sur l'histoire. L'histoire n'est-elle que le renforcement progressif d'un système oppressif et écocide, étape par étape ? Ou y a-t-il des périodes de lumière, d'émancipation ? Et alors lesquelles ? Est-ce seulement avec la modernité que le modèle d'oppression émerge, détruisant une harmonie antérieure entre les sexes et avec la nature ? Ou peut-on en déceler l'existence dès l'Antiquité, voire dès le Néolithique ? À quelle échelle géographique d'a-t-on pensé ? S'agit-il d'une histoire universelle ou propre à l'Occident ? Ou encore d'une histoire émanant de plusieurs foyers ? Enfin, elle pose des questions sur le changement et l'utopie. Quel est le changement auquel nous aspirons ? Par quelle voie le faire advenir ? Comment combler le fossé entre le réel et l'idéal ? Suffit-il de militer pour le changement ou comment le vivre, comment l'incarner ? Quel mode de vie, quelle nouvelle division du travail mettre en œuvre dans son activité quotidienne pour œuvrer au changement sans hypocrisie ? Comment articuler mode de vie écologique et souci de justice sociale ? Que signifie concrètement abandonner ses privilèges ? Jusqu'où aller dans la radicalité et la marginalité pour contribuer à la transition ? Enfin, dans ce changement, la spiritualité est-elle essentielle ou est-elle juste une diversion, un repli sur l'imaginaire qui détourne de l'action sur le réel ? Vertigineux, non, toutes ces questions. On comprend mieux maintenant pourquoi la papesse a l'air tellement absorbée dans ses pensées. La papesse, comme vous le savez, porte le numéro 2, un chiffre merveilleux et tragique à la fois. Le chiffre de l'altérité, de l'éclatement de l'unité. Le chiffre de la relation, différence, dialogue, conflit et j'en passe. Le chiffre de la dualité, du dualisme. Et justement, ce 2 est au cœur de la pensée de Val Plumwood. Elle écrit ainsi dans Feminism and the Mastery of Nature, je cite, « La structure logique du dualisme est le principal fondement qui relie entre elles les différentes formes d'oppression. Oppression de genre, de race, de sexe, de classe, d'espèce, etc. » Bon, le dualisme, c'est quoi ? C'est une manière de distordre la diversité pour la réduire à une opposition binaire et hiérarchisée. Par exemple, face à la merveilleuse diversité des espèces, irréductible et foisonnante, le dualisme arrive et hop, ça donne l'opposition humain-nature. Face à l'extraordinaire diversité des expressions de genre, dualisme et bim, on n'a plus que 2 catégories, masculin et féminin, etc. Mâle, femelle, moi, toi, nous, eux, public, privé, universel, particulier, corps, esprit, sujet, objet, même, autre, humain, animal, nature, culture, raison, émotion, théorie,
pratiques, manuels, intellectuels, haut, bas, etc. Ce schéma bête et méchant qui scinde, clive, aplatit et crée des hiérarchies est absolument envahissant. Et ce n'est pas qu'un problème théorique, conceptuel, car en fond la théorie n'est jamais séparée de la pratique, de la vie. C'est la source de nombreux troubles et conflits bien réels, tout ce que Plumwood appelle des faux dilemmes, dans lesquels on s'empêtre et se déchire, psychiquement, socialement, politiquement. Homme ou femme, français ou étranger, rose ou bleu, écologie ou économie. Pensez sur ce mode binaire du ou bien, nos existences sont mises en pièces, réduites à un tissu de choix impossible. Nos sociétés sont fracturées en segments opposés et irréconciliables. Bref, ces faux dilemmes rendent fous. Or, Plumwood en dévoile deux aspects intéressants. Premièrement, ces dualismes font système. Ils s'entremêlent et s'entre-renforcent mutuellement. Deuxièmement, je la cite, « Le caractère genré de tous les dualismes se tapit à l'arrière-plan, restant masqué et inaperçu. » Voilà donc ce qui est caché derrière le rideau de la papesse, ce sexe ou ce sein que l'on ne saurait voir. La question qui se pose alors, c'est « Mais peut-on vraiment penser autrement ?» Oui, nous assure Val Plumwood, même si cela demande un effort intellectuel et existentiel, qu'elle décrit comme une longue quête, une aventure. Je la cite. La structure logique du dualisme est au cœur de l'interconnexion des diverses formes d'oppression. Mais dans la théorie féministe et autres théories de la libération, l'écol brumeux et menaçant des montagnes du dualisme ont englouti nombre de voyageurs imprudents dans leurs gouffres et leurs dédales. Dans ces montagnes, un sentier assez fréquenté, sinuant en travers un défilé escarpé, conduit à la caverne du renversement, où les voyageurs tombent dans un monde à l'envers qui ressemble étrangement à celui dont ils cherchaient à s'échapper. Des romantiques pris au piège y errent, se lamentant sur leur exil. On y trouve aussi des tribus d'Arcadiens, des enfants de la terre-mère, des nobles sauvages et des héros du prolétariat, dont les identités sont définies par un renversement des valeurs de la culture dominante. Les penseurs postmodernes ont trouvé un moyen d'éviter cette caverne du renversement et ont placé un panneau pour signaler le danger, mais ils n'ont pas encore trouvé d'autre chemin pour traverser ces montagnes jusqu'à la terre promise de la libération politique, qui se trouve sur l'autre versant. En général, ils restent là, non loin de la caverne, à traîner avec consternation, près de la source du discours, le regard perdu dans l'abysse du relativisme, un effrayant abîme sans fond. Pour continuer la marche vers la terre promise, il faut franchir le marais de l'affirmation. En choisissant soigneusement leur chemin, quelques voyageurs prudents et critiques peuvent parvenir à le traverser, non sans difficulté. Mais ces pèlerins intrépides qui ont réussi à se frayer un chemin à travers le marais de l'affirmation et à fouler les terres qu'on trouve au-delà, finissent souvent par sombrer, soit dans l'océan de la continuité, qui se situe d'un côté, soit dans le désert de la différence, étrange étendue sans eau qui se situe de l'autre côté. Là, ils meurent. Le chemin vers la terre promise passe en fait par un tout petit sentier très étroit qui serpente entre ces deux zones dangereuses. Et il suppose de tenir ensemble à la fois la différence et la continuité. Tenir ensemble la différence et la continuité. Miser sur la dialectique, le dialogue, la complexité. Cultiver nos interdépendances et nos amitiés. Chérir les ambiguïtés. Voilà le chemin et la direction. Le tarot nous dit la même chose d'ailleurs. Après le 2 de la papesse, cela ne s'arrête pas, loin de là. Le 3 surgit, l'impératrice. Carte de vie, de créativité, mais chut, je ne veux pas spoiler l'épisode du mois prochain. Patience, d'ici une lune, la suite du chemin vous sera dévoilée. On a une dernière question. Est-ce que tu as une relation avec l'archétype de la sorcière? Eh ben, pas du tout, mais pour une très bonne raison. Dis-moi. Ma mère m'a toujours dit qu'elle était une sorcière. D'accord. Je laisse avec grand plaisir. Voilà. Je ne me mettrai pas en rivalité avec ma mère. Non, mais c'est vrai que ma mère m'a toujours tenu un peu un discours comme ça, mais un peu pour rigoler, mais un peu de cet ordre-là quand même. Je pense que c'était aussi pour supporter une enfance qui n'a pas toujours été hyper joyeuse. Donc, et oui, la sorcière, il y a quelque chose. Alors oui, la femme puissante, etc. Mais c'était des femmes surtout hors, enfin voilà, la célibataire, quoi. Simplement, enfin, qui est pas nette, quoi. Parce qu'elle a pas trouvé de mari, donc c'est pas net. Peut-être qu'elle en a pas voulu. Elle fait toute seule chez elle. Parce que c'est ça aussi. C'est même pas des femmes qui faisaient forcément quoi que ce soit. C'est ça aussi la sorcière. C'est juste celle dont on soupçonne qu'elle est en désaccord avec Dieu, quoi.
l'une à l'autre, je vous conte ma saga lunaire. Aujourd'hui, guidance du mois lunaire qui s'ouvre à la pleine lune du 16 avril 2022, en Balance, Esba des semences et des poissons. Cette lune ouvre une période de transformation et d'éveil. Les 29 prochains jours, le ciel et la terre vont nous transmettre des messages puissants. Dans le ciel, 2 nouvelles lunes apparaissent en ce mois d'avril pour encercler la pleine lune de leurs énergies particulièrement alchimisantes. Sur la Terre, le 30 avril, la fête ancestrale de Beltane vient éveiller notre feu intérieur. Il va donc falloir avoir les pieds sur terre pour intégrer ces hautes transformations. Nous entrons dans un passage qui ressemble de façon troublante à une naissance. Nous quittons l'espace des limbes, relié symboliquement à la saison sombre, pour incorporer la vie. Le temps de la fertilité exaltante est venu. Nous sortons de la torpeur encore présente pour accueillir la saison claire, qui s'ouvre maintenant pour se clôturer en octobre. Un nouveau pan énergétique se déploie et nous avons une lunaison pour revenir à la source de l'existence et nous demander comment activer en nous notre capacité à honorer la vie. La réponse est notre présence, un état d'être qui est lié à une dimension très organique. C'est à travers le lien au corps, à soi et à l'autre que tout s'active. L'énergie vitale, sexuelle, s'éveille et nous pousse à nous mettre en marche, en acte et à nous réaliser. Avril est un mois où notre terre intérieure vibre et rien ne peut arrêter le mouvement de cette roue qui enclenche un nouveau tour. Les graines joyeuses d'Ostara, fête de l'équinoxe, tous ces projets sont maintenant prêts à poindre et leur force nous conduit à éclore. Alors même si parfois certains fils sont encore tendus vers le passé, comme des entraves à notre grand besoin d'émancipation, nous allons devoir rechercher l'équilibre, la justesse entre cet élan intérieur qui nous incite à repousser notre ligne d'horizon, à aller fertiliser nos projets, et l'attente nécessaire pour ne pas nous épuiser et risquer de perdre cet embryon de vie qui pousse en nous. Mettons-nous donc à l'écoute de nos besoins et respectons nos désirs. Cette lunaison est une étape dans notre processus de transformation qui appelle notre capacité à nous renouveler. Mais elle demande de bien accompagner cette ouverture, d'équilibrer expression de soi et relation à l'autre. Car ici, on inaugure la sortie de notre coquille, de notre phase introspective pour laisser entrer dans notre espace énergétique la vibration du monde. Et cela demande des trésors d'adaptabilité. Et c'est là que cette pleine lune des poissons devient une initiatrice, une prêtresse, une papesse qui nous apprend à glisser dans ses eaux pour écouter le mental, mais qui nous révèle que derrière ce qui semble être se cache un mystère. Elle soulève le voile de ce que l'on ne perçoit pas et nous montre où se cache notre véritable puissance, notre force fertile, celle qui nous demande de nous incarner. C'est la puissance de l'amour qu'elle éveille, l'amour de soi, l'amour de l'autre et la paix à instaurer entre les deux. Je vous souhaite une belle lunaison. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi on a eu envie de parler de psychanalyse alors que c'est quand même une patate chaude en tant que féministe. En fait, Paola et moi, on a passé plus de 10 ans en analyse et ça nous a complètement changé la vie, littéralement. On peut même dire que ça nous l'a sauvée. Ça nous a aidé à comprendre pourquoi on souffrait et quelle était notre place dans le monde. Du coup, on a eu envie de partager cet outil avec vous, surtout en ces temps chaotiques.
Après, il existe d'autres formes de thérapie, comme la thérapie cognitivo-comportementale ou les thérapies de groupe. Il faut juste trouver la formule, le budget et la personne qui vous conviennent. Si vous avez peu ou pas de budget, pensez au CMP et pour les étudiants, pensez au BAPU. Et pour finir, voici ce qu'écrit Michèle Idels, qui est une avocate membre du MLF depuis 1971, dans le livre Marie Langer, une psychanalyste féministe en Argentine, paru aux éditions L'Harmattan. En créant Psychanalyse et politique, une sorte de laboratoire d'études, d'université populaire, elle a voulu analyser, je cite, ce qu'il y a d'inconscient dans les choix politiques et ce qu'il y a de politique dans l'inconscient, pour articuler révolution du politique et révolution de l'intime. C'était le podcast de Gang of Witches. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours et à nous soutenir en notant cet épisode sur Apple Podcast et bien sûr en le partageant. On vous dit à la prochaine pleine lune, Witches. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Mille couleurs, un seul langage, celle qui habite nos psychés et nous connecte au sacré. Dans nos